Alors, je vais avoir le plaisir de lancer notre première invitée. Comment garantir la sécurité alimentaire pour tous dans un monde en pleine mutation? C'est la question qui guide Akiko Suwa-Eisenman, économiste et chercheuse à l'INRAE et à la Paris School of Economics, spécialiste des liens entre commerce, agriculture et développement. Présidente du panel d'experts de haut niveau des Nations Unies sur la sécurité alimentaire, elle joue un rôle clé dans la définition des politiques internationales visant à éradiquer la faim et à repenser nos systèmes alimentaires. Alors que près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent encore de la faim et que 2,3 milliards vivent en insécurité alimentaire, Akiko s'intéresse aux dynamiques agricoles mondiales, aux politiques commerciales, mais aussi aux impacts de la libéralisation économique sur les pays en développement. Son travail éclaire aussi les enjeux de la transition agricole, en particulier les équilibres entre culture vivrière et culture d'exportation, les normes sanitaires et les stratégies pour préserver la souveraineté alimentaire des pays les plus vulnérables. Comment garantir une alimentation accessible sans détruire l'environnement? Comment éviter que les grandes puissances économiques ne dictent les règles du commerce alimentaire au détriment des pays les plus fragiles? C'est à ces questions que va répondre Akiko, que j'ai le plaisir d'accueillir. Akiko, à vous la parole. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité, merci à tous d'être là. Donc je suis Akiko Suwa-Eisenman, je suis une japonaise économiste vivant en France. Donc j'ai vécu la mondialisation en arrivant en Europe à 4 ans, je l'ai vécu à hauteur d'enfant. Dans mon pays, au Japon, le petit déjeuner traditionnel, c'est du riz, du poisson grillé dès le matin, de la soupe miso, des racines cuites, des natto, donc c'est des espèces de graines de soja fermentées, un peu visqueux, avec une odeur un peu bizarre. C'est un véritable délice. En arrivant en Suisse, je suis passée directement au chocolat et au fromage. Et cette expérience, ça m'a donné envie de vouloir comprendre pourquoi une alimentation si riche, si différente entre le Japon et la Suisse, pouvait venir à manquer dans certains pays. Donc, dans mon travail d'économiste, je travaille sur l'impact social de la mondialisation dans les pays en développement et sur les inégalités. Qui perd, qui gagne, quelles sont les politiques pour y remédier? Et c'est à partir de ces travaux que j'ai été sélectionnée pour rejoindre ce groupe d'experts des Nations Unies sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Donc ce groupe d'experts, il fait le lien entre science et politique. Et c'est un lien très important, parce que c'est important de transmettre l'information à ceux qui agissent, à vous, dans cette salle, dans les entreprises, dans les gouvernements, vous transmettre ce que les chercheurs ont trouvé à partir d'une analyse méthodique des données et des expériences vécues. Donc notre session, aujourd'hui, a pour thème héritage et innovation. L'héritage, c'est l'alimentation. Ces plats que nous aimons depuis l'enfance, qui transmettent nos cultures, nos valeurs. L'héritage, c'est aussi l'effort extraordinaire des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs, des pêcheurs, pour nourrir la planète. Et cela marche. Il y a assez d'offres alimentaires pour nourrir tout le monde aujourd'hui. On sait que pour mener une vie saine et pour mener une vie active, régénérer nos forces, il nous faut à peu près environ 2300 kilocalories par jour et par personne. Or, l'offre est là. Attention, il s'agit bien de l'offre disponible pour le consommateur final, c'est-à-dire production, plus importation, moins exportation, moins tous les usages non alimentaires pour les semences, les animaux, le reste de l'industrie. Donc cette offre disponible,
si on la traduit en termes de personnes et par jour, elle est de l'ordre de 2900 kilocalories par jour et par personne. 2900, supérieur aux 2300 qui nous sont nécessaires par jour chacun pour vivre. Mais c'est important de noter qu'on arrive à cette offre en s'aidant quand même du commerce international. Le commerce international est indispensable à venir en complément de la production pour arriver à nourrir la planète. Donc le monde dans son entier dispose d'une offre alimentaire suffisante. Et si on regarde chaque région dans le monde, c'est aussi le cas. L'Europe, bien sûr, mais aussi l'Afrique ou l'Asie. Donc dans ce cas, me diriez-vous, pourquoi y a-t-il encore de la faim dans le monde et pourquoi parler, surtout ce matin, en 2025, de sécurité alimentaire ? Pour ça, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a de l'inégalité entre pays et à l'intérieur des pays. Donc, chacun n'a pas accès à la nourriture qui est disponible dans son pays, soit parce qu'elle est trop loin, soit parce qu'elle est trop chère par rapport à ce qu'il gagne, soit parce qu'elle manque certains jours de l'année. Cette inégalité alimentaire est liée à des inégalités dans d'autres dimensions qui souvent se cumulent. Être une femme, habiter dans une région pauvre d'un pays qui est même riche, être handicapé, faire partie d'une minorité discriminée pour son ethnie ou sa religion. Donc tout ça, c'est des choses que nous, HLPE, on a étudiées dans notre rapport de 2023 sur les inégalités. Ce problème de répartition, d'inégalité sociale, explique la persistance de la faim dans le monde. Il y a en ce moment 750 millions de personnes en sous-alimentation, d'après la FAO, l'organisme des Nations Unies en charge de l'agriculture et de l'alimentation, ce qui fait un peu moins d'une personne sur 10. Et si vous voyez si vous vous rappelez, en 2015, la communauté internationale avait dit « D'ici à 2030, on éradique la faim dans le monde ». Et vous voyez qu'il en est loin. Si vous voyez ces deux courbes dans la figure derrière moi, donc la courbe en noir elle représente le nombre de personnes et la courbe en rouge le taux de sous-alimentation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont faim sur la population totale. Et vous voyez que ces deux courbes, elles diminuaient entre 2005 et 2018, et puis 2018, elles commencent à augmenter. 2018, avant même le Covid, à cause de la hausse des prix. Et le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. Deuxièmement, l'offre peut être suffisante, certes, mais il y a un problème de composition. Pour mener une vie active, il faut non seulement 2300 kilocalories, mais il faut un peu la caractériser. Il faut non seulement de l'énergie, c'est-à-dire du sucre, mais aussi des nutriments qui sont indispensables à la santé, comme les vitamines, le fer, le calcium, les acides gras oméga 3 que notre corps ne sait pas fabriquer et qui sont indispensables pour le cerveau ou pour la vue. Or, l'offre et la demande alimentaire aujourd'hui sont déséquilibrées et concentrées. Cette concentration se voit à plusieurs niveaux. D'abord en termes de produits. 4 cultures, riz, maïs, blé et soja, fournissent les 2/3 de notre alimentation, soit directement, soit indirectement, via la nourriture sur les animaux. En termes de pays, 7 pays dans le monde fournissent plus de la moitié des exportations nettes agricoles. Dans le secteur privé, les 4 multinationales ABCD exportent entre 70 et 90% des céréales dans le monde. 4 autres entreprises fournissent 70% des pesticides. 4 entreprises fournissent 60% des semences. En France aussi, parmi les 2200 coopératives qui existent en France en 2021, 10 coopératives font 44% du chiffre d'affaires total. Dans le lait, secteur laitier, en 2018, il y avait 54 000 producteurs qui vendaient à 300 industriels et les 3 premiers concentraient 50% des ventes.
Cette concentration a deux conséquences sur l'alimentation. Une alimentation concentrée en énergie, mais pauvre en nutriments, est à l'origine de maladies comme l'obésité, le diabète ou la dénutrition, eux-mêmes responsables de maladies cardiovasculaires et de cancers. Le surpoids et l'obésité progressent partout dans le monde, dans les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres. En France, selon l'enquête INCA en 2017, le surpoids touchait 34% des adultes et 17% sont frappés d'obésité. Selon Santé publique France, le diabète touche 4,2 millions de personnes en France, l'obésité 8,5 millions et la dénutrition entre 2 et 3 millions de personnes, de tout âge, enfants jusqu'aux personnes âgées. Et ça peut se cumuler, on peut être obèse et dénutri si on n'a pas une masse musculaire suffisante. Deuxième conséquence, la concentration crée aussi de la vulnérabilité et de la dépendance. Si un produit clé ou un acteur clé a des problèmes. C'est ce qu'on a vécu à court terme avec le Covid ou avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est aussi ce qu'on voit à moyen terme si la concentration induit des spécialisations intensives qui jouent un rôle dans la pollution chimique, la baisse de la biodiversité et le changement climatique, qui engendre en retour aussi une baisse de la productivité agricole. Et ces facteurs ont aussi un impact négatif sur la santé, à commencer par celle des agriculteurs. En résumé, le bilan de l'héritage est mixte. L'héritage a réussi à nourrir la planète, mais cette nourriture est inégalement répartie et déséquilibrée en nutriments. En gros, elle peut nous nourrir suffisamment, mais pas tous et pas bien. La solution, c'est d'innover, de réorienter notre alimentation afin qu'elle soit partagée par tous et qu'elle soit meilleure pour la santé. Et pour cela, je vous propose 2 pistes. La première piste, c'est la lutte contre les inégalités. Les causes profondes de l'insécurité alimentaire sont dues à un accès inégal aux ressources. Il faut donc jouer sur ces causes profondes et donc changer le fonctionnement de la société et de la prise de décision politique. Dans nos rapports, le groupe d'experts HLPE-FSN préconise de co-construire la politique alimentaire avec la société civile, les entreprises, les gouvernements, mais pas que le niveau national, les ministères, mais pas que l'agriculture. Ces recommandations, nous les transmettons au Comité de sécurité alimentaire mondial, qui regroupe les gouvernements présents dans les Nations Unies, les organisations internationales, les entreprises et la société civile. Le Comité de sécurité alimentaire, sur la base de ces rapports, négocie un cadre commun de politique dont chaque gouvernement peut s'inspirer. Le HLPE-FSN préconise d'adopter une nouvelle stratégie alimentaire basée sur le droit à l'alimentation. Et nous plaidons pour élargir la notion de sécurité alimentaire à 6 dimensions. Les dimensions dont on parle souvent et qui sont reconnues par l'ONU, c'est la disponibilité, c'est-à-dire la production, l'accessibilité géographique ou économique, l'utilisation, c'est-à-dire la nutrition, la stabilité, c'est-à-dire même en temps de crise ou de conflit, et nous préconisons d'ajouter 2 dimensions, la durabilité sociale et environnementale, nourrir les gens sans les casser et sans casser la planète, et l'agencéité, c'est-à-dire le droit pour chacun de décider de ce qu'on mange, comment c'est produit, comment c'est distribué. C'est la souveraineté alimentaire, mais au niveau de chacun d'entre nous. C'est la meilleure manière de lutter contre les inégalités. La deuxième piste, c'est rendre notre alimentation meilleure pour la santé. Il faut passer d'une alimentation qui est dense en énergie à une alimentation qui est dense en nutriments. Une alimentation
qui est bonne pour notre santé, bonne pour nous, ce qui sera aussi bon pour la planète. Le HLPE-FSN invite ainsi à changer notre manière de penser et d'agir. On met d'abord le droit à l'alimentation et la nutrition tout d'abord au centre, et ensuite on redéfinit le système alimentaire et les politiques qui en découlent. Le maître mot, c'est diversifier. C'est ce que résume bien cette affiche, qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs, du plan nutrition santé. Il faut pas seulement moins de viande, moins d'alcool, moins de sucre, moins de sel, mais aussi plus de fruits et légumes, plus de légumes secs, plus de noix, plus de faits maison, plus d'activité physique. Quoi qu'il en coûte à certains d'entre nous. Or, l'offre mondiale de légumes, de légumineuses, de légumes secs, de fruits et tout ça est trop faible par rapport au niveau requis pour que chacun ait accès à une alimentation saine. En revanche, l'offre mondiale de féculents, de viande, de sucre, de céréales est trop élevée par rapport à ce qui est requis pour que chacun ait une alimentation saine. Sauf une exception, en Afrique, où il n'y a pas assez d'offres disponibles pour une alimentation saine avec assez de produits animaux et d'huile. Et puis, en outre, pour nous consommateurs, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que cette offre. Si on me met devant moi un sac de lentilles, il faut que je sache comment le cuisiner et surtout, il faut que j'ai le temps de le cuisiner, ce qui est un peu difficile quand on travaille. Donc, il faut que l'industrie nous aide. Il faut qu'il innove, qu'il nous donne de nouveaux produits plus faciles à cuire et donc qu'il change ses recettes. Donc, ce qu'il faut, c'est ce que dit notre groupe d'experts, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble du système alimentaire. Pas seulement le consommateur ou le producteur, mais tous les gens, tous les acteurs entre deux. Le comportement du consommateur, ça dépend de la chaîne de provisionnement, producteur, transformation, circuit de distribution, échange sur les marchés. Ça dépend aussi de l'environnement alimentaire, c'est-à-dire des conditions sociales dans lesquelles le consommateur se procure sa nourriture. Prendre en compte l'ensemble des systèmes alimentaires a un avantage, c'est d'ouvrir la palette des mesures qui sont possibles pour réorienter notre alimentation. Éducation du consommateur, règles sur les repas pris hors du domicile qui sont en expansion, régulation de la publicité, taxe soda, subventions sur les aliments sains, contrôle des pratiques anticoncurrentielles. La transformation de notre alimentation sera plus facile si tout le monde s'y met chacun de son côté, ensemble. Donc pour agir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par diversifier. Diversifier les acteurs, les petits à côté des gros. Diversifier notre alimentation, les lentilles, le houmous, d'autres poissons que le saumon, redécouvrir les légumes oubliés, vous savez, ceux que nos grands-pères cultivaient et qu'on mangeait et qu'on n'aimait pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est innover en redécouvrant notre héritage oublié. Une alimentation santé, une alimentation découverte et une alimentation plaisir. Je vous remercie. Merci Akiko. Merci beaucoup.